Support pédagogique et inégalité scolaire sous la direction de Stéphane Bonnery étudie les évolutions des exigences demandées aux élèves dans les supports pédagogiques scolaires. Que ce soit les manuels scolaires de l'école primaire et du collège, les albums de littérature de jeunesse, les fiches de l'école maternelle, toutes les évolutions convergent vers un même constat. Les exigences dont les supports pédagogiques sont porteurs s'avèrent plus complexes dans le sens où elles sont plus stimulantes et plus difficiles. C'est pourquoi les supports pédagogiques et leur usage sont une entrée particulièrement utile pour étudier la manière dont se construisent les inégalités scolaires aujourd'hui. Les recherches de ce livre sur les supports pédagogiques montrent qu'une élévation des exigences a eu bel et bien lieu depuis plusieurs décennies en termes d'activité cognitive chez les élèves. Reprenons chacun des supports étudiés les uns après les autres. Regardons de plus près l'évolution des manuels scolaires ces 50 dernières années. La première grande remarque, et sans doute la plus marquante, tient sans doute au fait que nous sommes passés dans les manuels scolaires d'un savoir explicite, exposé, à des activités considérées comme le moyen de les construire. Dans les années 60, le savoir était délivré clé en main, c'est-à-dire déjà institué comme objet d'étude. Ce qui est attendu alors des élèves est leur capacité à mémoriser et restituer, ou à reproduire des exercices types. La conception d'apprentissage sous-jacente à ces manuels est qu'apprendre venait en mémorisant les textes et les explications délivrées. Le savoir doit être immédiatement accessible, la présentation est linéaire. Par ailleurs, il est intéressant de caractériser le type de savoir mobilisé dans ces manuels. Ils sont moins conceptuels parce qu'ils sont issus davantage de pratiques sociales de référence. On a par exemple le regard de l'horticulteur sur les insectes, ou le regard du touriste par l'observation. Nous sommes alors loin du savoir savant et de ses concepts. De plus, la présentation des savoirs montre clairement une volonté de simplification. Souci de simplifier le vocabulaire et les concepts retenus. Souci, aussi, de cadrer de façon étroite le cheminement intellectuel. L'élève était pris par la main pour être conduit étape par étape. A contrario, les manuels d'aujourd'hui sont construits davantage sur l'implicite. Ici, le savoir est construit. Il n'est que la conclusion des diverses étapes proposées dans les manuels. Les liens logiques entre les documents proposés par exemple dans un manuel de sciences des années 2005 ne sont généralement pas donnés, car c'est justement à l'élève de les produire. Cette organisation est à l'inverse de celle de nombreux manuels d'après-guerre. Aujourd'hui, les manuels de sciences, d'histoire ou de géographie sont construits comme une sorte de jeu de piste avec des balises qui doit conduire à identifier le savoir. Nous sommes proches d'une construction en hypertexte propre au multimédia. Le savoir n'est donc plus donné clé en main, c'est à l'élève de le découvrir, ou plutôt de le construire. La formulation du savoir semble ici être considérée comme un aboutissement mécanique du cheminement intellectuel à opérer, alors qu'elle suppose, dans le même temps, des dispositions langagières et cognitives qui ne sont pas fournies par le manuel. Le problème n'est donc pas que l'on sollicite la réflexion, bien au contraire. Le problème réside plutôt dans le fait que dans les manuels actuels, les savoir-faire et les dispositions langagières sont considérés comme des évidences et qu'il y a un trop faible guidage à la façon de se saisir du support pour enseigner et pour apprendre. Ces manques sont susceptibles d'aggraver les inégalités scolaires. Cette évolution n'est pas sans poser de problème pour les familles populaires qui souhaitent accompagner leurs enfants dans leurs leçons. Ils sont en effet fortement déstabilisés par le fait que les supports contemporains ne présentent pas de manière visible les savoirs et les connaissances à acquérir. Les manuels semblent davantage poser des questions qu'ils ne fournissent de solutions. Ils ont alors le sentiment qu'un grand désordre disciplinaire règne aujourd'hui à l'école. Les familles se reportent alors sur des manuels parascolaires, souvent rétrogrades ou réactionnaires. Un autre support a été étudié: les fiches en maternelle. Là encore, on observe une évolution significative de ce qui est demandé aux élèves d'aujourd'hui par rapport aux élèves d'il y a une cinquantaine d'années. Il est frappant de voir à quel point la structure générale des fiches est de plus en plus complexe. Multiplication d'éléments graphiques, couleurs, taille, orientation, présence récurrente de tableaux, quelquefois à double entrée, présence d'éléments toujours moins figuratifs.
Ces évolutions nécessitent toujours plus de dispositions réflexives et de savoir-faire toujours plus nombreux chez l'élève. Un tel niveau d'exigence est-il compatible avec les capacités d'enfants si jeunes? Pour Stéphane Bonnery, ce qui est remis en cause n'est pas forcément les fiches elles-mêmes, mais la capacité que les enseignants ont à accompagner des élèves qui ont le plus besoin d'étayage lors de leur réalisation. Il y a bien une montée du niveau des activités intellectuelles qu'il faut prendre en compte pour mieux s'adapter à la diversité des élèves. Un autre support très usité en classe montre de manière évidente cette évolution des exigences toujours plus élevées que les élèves doivent mobiliser. Les albums de littérature de jeunesse. Eux aussi ont subi de nombreuses transformations dans le temps, allant dans le même sens que les supports précédemment étudiés. Dans les années 50 ou 60, l'accès au sens dans les albums était visible et explicite. Par exemple, les illustrations proposées étaient systématiquement en corrélation avec l'histoire racontée. Elles n'apportaient généralement pas d'informations supplémentaires, et la relation texte-image était univoque. Beaucoup des albums étudiés avaient un souci de simplification avec des rebondissements clairement explicites qui conduisaient à une conclusion sans ambiguïté. Mais les albums de ces 2 dernières décennies montrent des caractéristiques nouvelles. Ainsi, de plus en plus d'albums proposent au lecteur d'effectuer de nombreux allers-retours entre le texte et l'image. L'image vient compléter le texte, le nuancer, voire dire tout autre chose. Les clés de lecture ne sont pas tout de suite données. Elles sont implicites et demandent aux jeunes lecteurs beaucoup plus de compétences que dans les albums des années 50 ou 60. Même les conclusions des histoires ou les morales sont ouvertes à discussion. Le lecteur supposé de ces albums est un lecteur actif, qui enquête et prend plaisir à résoudre des énigmes. On a alors incontestablement une élévation du niveau du code culturel. C'est pourquoi les lectures de ces albums en classe demandent un plus grand cadrage qu'auparavant, un accompagnement plus soutenu qui dépasse la simple oralisation d'un texte. Si le travail sur les compétences de lecteur-acteur n'est pas travaillé explicitement, les inégalités scolaires se renforceront. Il faut donc à tout prix prendre conscience de ces nouvelles difficultés, que ce soit dans les manuels scolaires, les fiches de maternelle ou les albums travaillés en classe, prendre conscience de cette élévation du niveau dans tous les domaines pour les travailler explicitement avec les élèves et leur donner les codes nécessaires pour être autonomes. Merci.